Bonjour Claire et bonjour à tous. Bonjour Alors Lily. voilà, euh, avec Claire, qui est psychopraticienne, qui a une grande expérience avec les enfants, avec les parents, les enseignants, les groupes de parole pour parents, nous avons eu l'envie de faire des capsules qui mettent de la lumière, qui mettent du sens sur ce que nous vivons en ce moment. Parce que nous sommes tous soumis à un grand stress, que nous soyons adultes ou enfants. Et nous avions envie de transformer ce stress et cette impuissance en mobilisation afin de donner un éclairage et peut-être certains outils au plus grand nombre. Alors à propos de stress, je crois que c'est justement ce dont tu vas parler aujourd'hui, Claire. Oui. Donc moi, depuis un an, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce qui se passe dans notre pays, puisque, depuis quelques années, nous étions sur une ligne de progrès dans la relation parent-enfant. De plus en plus, on parlait de parentalité positive, on a dénoncé les violences éducatives ordinaires, on s'est posé la question de l'impact de ces violences sur le cerveau des enfants. On a découvert beaucoup de choses, on a aussi trouvé des outils pour les parents, pour les enseignants, pour faire autrement. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui, pour moi, est de la maltraitance vis-à-vis des enfants et aussi vis-à-vis des adultes, notamment avec le port du masque et la distanciation sociale, puisque c'est de la maltraitance à la fois physique, puisque le masque gêne la respiration, et psychologique, parce que quand j'ai le masque, j'ai plus de mal à m'exprimer, j'ai plus de mal aussi à rentrer en communication avec l'autre, puisque je vois moins ses émotions, je comprends moins ce qu'il veut me dire. Il y a toute une partie de son langage non verbal auquel je n'ai pas accès. Et c'est sûr que c'est une question complexe, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Mais j'ai envie d'apporter des éléments de réponse. Et effectivement, un premier élément de réponse, en tout cas une hypothèse qu'on peut faire, c'est que depuis un an, nous sommes tous sous stress. Certains parmi nous ont peur de la mort, certains parmi nous ont peur d'être responsables de la mort de quelqu'un, d'autres ont peur de vivre dans un pays totalitaire avec plus aucune liberté ou de moins en moins de liberté, ou leurs besoins qui sont plus comblés. Et donc finalement, tout ça, ça constitue un stress. Et le stress, en fait, c'est une réaction qui est adaptative, qui est utile à l'organisme, puisque c'est une réaction qui se met en place à partir du moment où il y a un élément déclencheur qui va mettre l'organisme en stress, et le stress va permettre à l'organisme de s'adapter pour survivre. Donc, par exemple, si je suis sur mon vélo et qu'une voiture me fait une queue de poisson, Oui. grâce au stress, je vais pouvoir freiner et ça va sûrement me sauver la vie. Alors que si j'étais passée par mon cerveau et que j'avais réfléchi, peut-être j'aurais pas pu avoir le temps de freiner et d'avoir la vie sauvée. Alors ce stress, il est utile dans des situations de danger ponctuelles, mais quand il dure, ça crée une usure et ça crée différents types de relations, différents types de Oui. réactions. Oui, et là, c'est ce qui se passe parce que ça fait quand même un an Ouais. que nous sommes soumis à des stress importants. Et du coup, tu disais que oui, ça déclenche des types de comportements spécifiques. Tout à fait. Alors, le premier type de comportement, ça peut être la fuite. Donc, Henri Laborie, il avait fait des études sur des rats qui étaient dans des cages et qui étaient soumis à des chocs électriques. Et dans un premier cas, donc quand le rat était soumis à un choc électrique dans une partie de la cage et qui pouvait fuir dans l'autre partie de la cage, il pouvait survivre. Et c'est vrai que certains parmi nous peuvent fuir cette situation de plein de façons. On peut fuir la situation en regardant des séries, en faisant des jeux vidéo. Il y a beaucoup d'adolescents qui ont passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Euh, une autre façon de fuir, des fois, c'est de ne pas regarder la réalité en face. Non, non, je ne veux pas savoir ce qui se passe, je ne veux pas me poser de questions.
Je prends ce qu'on me dit pour ce que c'est. Ou parfois, j'ai pu entendre aussi, oui, c'est vrai que ça me fait mal au cœur de voir mes enfants avec des masques, mais bon, ça va pas durer. On n'est pas sûr que ça va pas durer. Ouais. Un autre type de réaction quand on est soumis au stress, si on reprend l'exemple des rats, donc quand il y a toujours la même décharge électrique, mais que le rat ne peut pas fuir, il va se combattre s'il a la chance, entre guillemets, d'avoir un autre rat avec lui dans la cage. Donc si les deux rats sont soumis à un choc électrique, ils vont se combattre entre eux. Et c'est ce qui se passe aussi entre nous, c'est-à-dire qu'il y a plus d'agressivité. Les maîtresses dans les écoles racontent souvent que les enfants sont plus agressifs entre eux. Dans les familles aussi, on raconte ça. Il y a dans certaines ZEP, certains disent que les adolescents sont plus agressifs entre eux, ont plus de combats de bande. Et, ou une autre façon de combattre, ça peut être de critiquer ceux qui ne mettent pas le masque bien comme il faut, critiquer au contraire ceux qui mettent le masque même dans les voitures. Voilà. Donc on va se combattre entre nous. Et puis la dernière réaction de stress que décrit Henri Laborie, c'est le figement. C'est-à-dire que si on ne peut ni fuir ni combattre, on va avoir tendance à se figer. Donc le rat qui est dans sa cage et qui est soumis à ce choc électrique et qui ne peut ni fuir ni se combattre avec un autre rat va avoir tendance à ne plus bouger et puis se laisser mourir. Dans le figement, on peut voir aussi que les enfants, par exemple, donc si on regarde comment ça se passe, les enfants, ils peuvent se suradapter. C'est-à-dire qu'ils mettent le masque, ils se suradaptent, ils nient ce qu'ils ressentent parce qu'ils n'ont pas le choix, mais en réalité, ils se soumettent. Et ça, c'est aussi une forme de figement. Oui. Et donc, d'un point de vue physiologique, c'est pas terrible de se figer. Mieux vaut combattre ou fuir, finalement. Ouais. C'est pas forcément éthique de combattre, mais d'un point de vue physiologique, on a plus de chances de s'en sortir. Très éclairant. Donc toutes ces réactions-là, ce sont des réactions qui sont tout à fait normales quand on est soumis à un stress, quand on est soumis à une violence, mais cette violence-là, elle n'est pas normale. Voilà. Et je crois que c'est important de regarder en face que nous sommes soumis à une forme de violence. Parfois, j'entends, bon, les ados d'aujourd'hui, il faudrait quand même pas qu'ils se plaignent parce que c'est quand même pas comme à la guerre de 14-18 où les ados, ils étaient dans les tranchées. Là, ils peuvent être chez eux, ils regardent la télé, ils peuvent regarder Netflix. Faut quand même pas qu'ils se plaignent. Oui, ou alors j'ai entendu aussi des personnes dire ah oui, les enfants, en fait, ils portent un masque. Enfin, il n'y a pas que, les chirurgiens, ils ont toujours porté des masques et tout va bien pour eux. Oui, c'est ça. Et je crois qu'en fait, la violence, ça, c'est pas forcément du sang qui gicle. Juste le fait que nos besoins ne soient pas comblés, c'est une forme de violence. Et notamment pour notre système nerveux, on a 3 besoins fondamentaux. Donc le premier besoin, c'est d'avoir du choix, de pouvoir choisir notre vie. Or là, on a de moins en moins de choix. On ne peut pas forcément choisir de faire le métier qu'on souhaite, on le voit bien autour de nous. Les enfants n'ont plus de choix, n'ont qu'un seul choix, c'est mettre le masque à l'école. On a aussi un deuxième besoin, c'est de trouver, c'est un besoin de contexte, donc de trouver du sens dans tout ça. Or aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de sens dans les mesures qui tombent. Par exemple, on a le couvre-feu à 18h, ça veut dire qu'on va s'entasser plus dans les magasins que quand on avait une heure de plus pour faire nos courses. On a les petits commerces qui ferment, mais pas les grands. Enfin, on voit plus de sens. Donc, ça nous rajoute du stress. Et le troisième besoin qui est fondamental, c'est qu'on a un besoin de connexion. On a un besoin de connexion avec nous-mêmes et on a un besoin de connexion aux autres. Et ce besoin, il est vraiment mis à mal avec toutes les distanciations sociales. Comme par exemple, quand j'entends les petits qui n'ont qu'une envie, c'est de tenir la main de leur ami et qu'on leur dit non, fais pas ça, tu vas lui donner le Covid. C'est vrai que leur besoin de connexion n'est pas respecté. Leur élan, c'est même un élan de connexion chez les enfants qui est respecté, qui n'est pas respecté. Ouais.
Oui, je trouve ça très éclairant, cet éclairage sur le stress que tu donnes. Peut-être un peu inquiétant et en même temps, je pense que ça peut être très utile aux personnes de le savoir. Qu'est-ce que tu penses, toi, que ça peut apporter aux personnes qui nous écoutent? Alors c'est vrai que parfois juste la connaissance et la compréhension de ce qui se passe en nous déjà peut diminuer notre stress parce qu'on sait, ah oui, je suis agressive en ce moment, je suis soumise à un stress. Ça me permet de me comprendre. Et puis, ça me permet aussi de comprendre les autres, d'être plus tolérante vis-à-vis des autres parce que je sais aussi que eux aussi sont soumis à un stress. Mm. Et aujourd'hui où le pouvoir essaye de nous diviser pour mieux régner, hein, Mm. c'est utile de se dire qu'on peut aussi développer notre empathie vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nous-mêmes pour plus de paix entre nous. Ouais. Eh ben, c'est un très joli mot de la fin, je trouve. Et je te remercie beaucoup, Claire, d'avoir lancé cette première capsule. Et je donne rendez-vous aux personnes pour notre prochaine capsule qui sera sur le sujet de l'empathie et nous ferons des liens entre le stress et l'empathie. Parce qu'être sous stress permet d'être en empathie. Mm. À bientôt. Au revoir. Merci Lise.